Et on est live. Bonjour à tous, bienvenue à tous. Bonjour si jamais c'est la première fois que vous faites, une masterclass ce matin, et rebonjour à ceux qui étaient déjà là aux précédentes masterclass et qui nous rejoignent pour continuer. Je suis ravi de vous accueillir pour cette troisième masterclass de la matinée. On va attaquer tout de suite, on va attaquer, merci à tous ceux qui sont là à l'heure, et on va se lancer directement sur le sujet. Avant ça, petite introduction, bah, on est effectivement sur la troisième masterclass de la matinée, deuxième jour de la Talent Experience Masterclass. C'est un événement qu'on organise pour la troisième année, 3 matinées, 9 masterclass, 8 partenaires et cette année 100 collaborateurs de terrain. Donc vraiment on a thématisé nos masterclass pour, voilà, faire en sorte que ce soit le plus, adapté aux problématiques que vous rencontrez quand vous avez à gérer des populations sur le terrain. On a 20 intervenants qui seront intervenus sur ces 3 jours sur des sujets très variés, l'absentéisme, la gestion des temps, l'IA, l'attractivité, la gestion des conflits, la GEPP, la formation. Là, tout de suite, on va parler formation. Donc voilà, si jamais les d'autres sujets vous intéressent, n'hésitez pas, vous aurez les replays que vous pourrez consulter. Moi, pour me présenter très rapidement, je suis DRH et cofondateur d'Empowill. Empowill, on est un logiciel qui permet de gérer tous les sujets du parcours carrière, donc vraiment tout ce qui va toucher aux entretiens, à la formation, au développement des compétences, à l'évaluation de la performance, aux revues du personnel et on a particulièrement à cœur d'accompagner les entreprises, qui travaillent avec des collaborateurs sur le terrain. Donc, comme vous aujourd'hui, parce qu'on pense que c'est vraiment des problématiques assez particulières et qu'il y a énormément de choses à faire sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul pour organiser, toutes ces masterclass et j'en profite pour faire un grand merci à tous nos partenaires, qui nous accompagnent là depuis, pour ces 3 jours. Donc voilà, on pour les citer, on a les éditions Tissot, Conviction RH, Claro, Cali Social, Bidiz, dont on va avoir Julien aujourd'hui avec nous, A-Team, Seiza et Tomorrow Theory. Donc voilà, c'est grâce à eux qu'on en a des masterclass d'aussi bonne qualité, donc un grand merci à eux. Et j'en profite pour remercier aussi Contrast, qui est l'outil de webinaire sur lequel vous êtes aujourd'hui, que nous on apprécie, beaucoup et qui permet vraiment d'avoir une expérience assez agréable et assez différente. Donc on espère que vous allez passer un bon moment aussi grâce à eux et ils sont aussi partenaires. Voilà, avant d'introduire, définitivement le sujet, je vous annonce juste qu'on a une nouvelle, une surprise à la fin de la masterclass, donc restez bien connectés, jusqu'au bout, ça vaudra le coup. Et un dernier petit mot sur un peu, bah, ce qu'on vous propose en termes de cadre pour que ce soit vraiment un moment, intéressant et utile pour tout le monde. On vous propose effectivement, de poser vos questions, de vraiment n'hésitez pas et plus ce sera interactif, plus ce sera participatif, plus ce sera intéressant. Nous en tout cas, on est là, on va être là avec Julien pour, bah, répondre à vos questions et vraiment vous donner le plus d'infos pertinentes par rapport à vos enjeux. Donc n'hésitez pas à participer et à poser vos questions, vraiment, on sera hyper preneurs. Et nous, notre promesse, c'est de vous donner vraiment les retours les plus concrets, les plus applicables. On n'est pas là pour vous faire juste de la théorie, on est vraiment là pour vous donner des retours terrain, des cas concrets, qui vont derrière pouvoir vraiment vous aider à mettre en place des projets, des choses, améliorer vos process, mais en tout cas vraiment être dans le concret et pas juste la théorie. Voilà pour le cadre. Aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, ce matin, on est là pour parler, formation et comment faire en sorte que les formations de terrain soient des énormes succès. On la formation, c'est un peu un fil rouge, on en a un peu parlé dans les précédentes masterclass, un peu tout le temps. On sait que c'est un enjeu d'engagement, c'est un enjeu de rétention, c'est un enjeu de productivité quand on parle aussi de polycompétence et de polyvalence, c'est un enjeu d'efficacité pour la production. C'est un enjeu de perspective de carrière aussi, de marque employeur. Bref, on sait que, c'est un enjeu. On sait aussi qu'on avait une stat hier qui était que 94 des salariés sont prêts à se former, y compris pour se reconvertir. On est plutôt sur, un contexte où a priori il y a une attente des salariés et pour autant, on sait que c'est pas toujours facile de faire des formations qui marchent. On sait que c'est pas toujours facile d'avoir les bons formats, d'avoir des bons taux de satisfaction, de participation et cetera. Et on est là, bah, ce matin vraiment avec Julien pour trouver pour vous donner vraiment les 5
On va explorer 5 idées reçues et 5 mauvaises pratiques et on va les explorer et justement comprendre comment est-ce qu'on peut, les éviter et réussir à faire en sorte que la formation soit un succès. Voilà pour la promesse de cette masterclass et donc vous l'avez compris, je vais pas être tout seul pour en parler. J'ai le plaisir d'être accompagné par Julien, Julien que je vais inviter sur scène. Bienvenue Julien, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu veux te Merci, présenter? Alexandre. Oui, bah, merci déjà Alexandre de nous avoir conviés et puis bravo pour l'organisation de cette masterclass. Ça fait toujours plaisir de pouvoir se retrouver à plusieurs autour de la table pour discuter de ces sujets. Et pour me présenter en 2 mots, donc Julien Huelvan, je suis l'un des fondateurs de Bidiz, qui est une société qu'on a créée du coup il y a 10 ans maintenant avec mes associés, sur la volonté de vouloir mieux former ou former tout court parfois les collaborateurs terrain qu'on trouvait beaucoup trop éloignés de ce qui pouvait exister traditionnellement. Donc on a eu la chance de travailler avec beaucoup de très grands groupes et de travailler encore. On fait toute la formation d'Orange, ou de la RATP ou de Total, par exemple. Et puis des grandes ETI aussi qu'on aime beaucoup, qui ont beaucoup de staff sur le terrain. Je pourrais citer des Amorino, des Etam, des Promod. Dans une logique française, mais aussi internationale. On a 2,3 millions d'utilisateurs. Là, on vient de passer la barre et il y a 25% de ces collaborateurs-là qui sont à l'étranger aussi. Donc, on a aussi cette expérience-là worldwide. Voilà. Ravi d'être là et Ouais. merci encore pour cette invitation. Bah non, avec grand plaisir. Du coup, effectivement, une expérience hyper complète et c'est fait toujours plaisir de partager ces thèmes-là avec quelqu'un, donc avec grand plaisir. J'ai lancé un petit sondage, que vous avez sûrement vu apparaître. Je vais vous afficher les réponses. Alors effectivement, c'est une première question qu'on voulait vous poser. C'était d'après vous, combien de travailleurs terrain ont déjà renoncé à une formation faute de temps? Et donc voilà les réponses que vous nous donnez. Donc vous aviez le choix entre 12, 25, 40 et 54. Vous êtes une majorité à nous répondre 54. La bonne réponse, c'était effectivement 54. C'est un chiffre que j'imagine que tu connais bien, Julien. Oui, ouais, malheureusement, c'est bien la bonne réponse. C'est tiré d'une étude IFOP qu'on a faite l'année dernière avec Bidis, puisqu'il n'y avait pas d'études réellement sur les collaborateurs terrain et leur manière d'aborder la formation, leur manière de percevoir la formation. On a été surpris de beaucoup de réponses, dont celle-là. Et après, pour passer beaucoup de temps sur le terrain, en fait, une des réponses assez simples, c'est que on ne prévoit pas de temps pour le faire. C'est-à-dire qu'il y a de la formation à assimiler, mais il n'y a pas les conditions. Enfin, il y a souvent peu de conditions réunies pour que les collaborateurs terrain puissent le faire dans un climat de sérénité, avec la possibilité que ça rentre pas au pied de biche, entre guillemets, dans leur emploi du temps. Donc, c'est simplement lié à ça. Par contre, le chiffre est impressionnant et c'est une des choses Ouais, qu'on essaie de changer. ouais, clairement. Et effectivement, on va le voir plus tard, mais cette notion de temps, de comment est-ce qu'on intègre les contraintes de temps dans la conception, la préparation et l'organisation des formations, c'est effectivement un élément extrêmement important. Absolument. Hem, on avait un autre sondage à vous partager, enfin, une question à vous poser. C'est effectivement, selon vous, à votre avis, combien de travailleurs terrain pensent qu'ils n'auraient pas les compétences pour, changer de job? 1 sur 10, 1 sur 4, 1 sur 2 ou 3 sur 4. Hem, je vais vous afficher les réponses à l'écran. 1 sur 10, 1 sur 4. Ouais, ça se départage entre les 2. Mais effectivement, on est plutôt sur, vous pensez qu'on est plutôt non. OK, bon, C'est équilibré. vous n'êtes pas très au clair. Et bah, du coup, on va vous partager la réponse. Hop, tac. La réponse est 1 sur 2. Donc, ce qui est déjà énorme, c'est effectivement 50. Les travailleurs terrain pensent qu'ils n'auraient pas les compétences pour, changer de job. Hem, comment est-ce que tu expliques ce chiffre, Julien? C'est hyper paradoxal parce qu'on est quand même souvent sur des métiers. Alors nous, on travaille énormément avec le retail, la restauration, le luxe, les transports, l'énergie. Voilà, c'est tous ces secteurs qui ont beaucoup de collaborateurs terrain, mais qui ont aussi beaucoup de turnover. En chef de file, la restauration, évidemment. Donc c'est très paradoxal parce c'est des gens qui vont beaucoup changer de travail, mais qui ont pour autant cette perception-là. Et en fait, quand on creuse un peu,
Encore une fois, c'est ce qu'on a fait dans cette étude. C'est pas si étonnant puisque en fait leurs compétences sont quasiment jamais mises en valeur au sein de l'entreprise, donc ils n'ont pas la perception d'avoir vraiment des compétences clés et exploitables ailleurs. Et puis ils associent beaucoup la compétence à ce qu'ils peuvent avoir en termes de formation, j'ai envie de dire classique, et pas sur les connaissances qu'ils peuvent apprendre de manière aussi pragmatique et opérationnelle. Et il faut reconnaître que l'accès à la formation classique transverse, elle est beaucoup plus limitée pour les collaborateurs terrain que pour les collaborateurs du siège. Donc, ceci explique cela. Et pareil, effectivement, on va y revenir, mais c'est cette question-là de la perception des compétences et de la formation. Est-ce que la formation est faite pour moi? Et le rapport à la formation que peuvent avoir les salariés, c'est effectivement aussi quelque chose qui peut se travailler et qui mérite d'être travaillé pour être plus efficace en formation. Et bah, écoute, je te propose qu'on attaque. Donc effectivement, on vous a listé 5 problèmes. 5 problèmes qui, selon nous, sont un peu voilà, des causes racines d'aujourd'hui, pourquoi les formations terrain ont du mal à prendre. Et on va vous les détailler, toutes les 5, en essayant à chaque fois de les analyser, de les décortiquer et surtout de vous donner des cas concrets d'expériences qui font que, en fait, on peut résoudre ces problèmes-là. Voilà, pourquoi les formations ne prennent pas. Le premier, c'était celui-là, les populations terrain ont peu ou tout simplement pas accès à de la formation. Est-ce que tu veux nous en dire plus, Julien? Oui, il y a cette problématique-là, tout simple. Et c'est vrai que quand on était en train de préparer cette masterclass, je vais raconter comme ça, je sortais d'un rendez-vous avec la direction formation et la direction RH d'un très grand groupe industriel français. Et ça illustrait parfaitement ça, c'est qu'ils me disaient, bon, on est 30 000 collaborateurs et on voudrait ouvrir votre solution à 12 000 collaborateurs. D'accord, mais les 18 000 autres, c'est qui? C'est les gens qui sont dans les usines et en fait, c'est trop compliqué de leur donner accès. Et ça, on le vit toutes les semaines chez Bidiz. Et en vérité, ce n'est pas plus compliqué de leur donner accès à la formation, c'est juste que les directions formation en ont moins l'habitude. Donc c'est moins formalisé en quelque sorte. Mais on trouve toujours d'excellentes solutions. On n'est pas obligé d'avoir toujours un email pro, par exemple, pour se connecter à des solutions. On peut passer par des solutions sous forme de matricule. Quand on est sur des domaines plus retail, on peut passer par des droits d'accès donnés par les managers de proximité. Il y a 1001 possibilités. Aujourd'hui, on vit dans un monde technologique hyper avancé. C'est pas bien compliqué de donner des accès à des gens. Alors après, ça nécessite aussi des politiques, ça peut être sur les devices perso, encore une fois, sur les temps, on peut le faire, sur des tablettes à disposition. Mais il y a toujours possibilité. Par contre, c'est toujours un peu la dernière roue du carrosse. Et donc, du coup, souvent, on achète des solutions d'abord pour les cols blancs et puis ensuite pour les cols bleus, juste parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ces accès-là. Mais quand on y arrive, je vous donne l'exemple de la RATP, on est sur 50 000 collaborateurs, 80%, même plus, c'est du staff terrain. C'est extrêmement compliqué parce que 30% du staff n'a pas d'adresse email pro à la base, et en plus, c'est toujours sur le terrain, dans des zones où il n'y a pas toujours de réseau ou autre. On y arrive sans problème. C'est complexe à la base, mais c'est tout à fait faisable. Et une fois que c'est fait, en fait, là, vous avez un boulevard parce que vous avez des gens qui n'ont pas été considérés dans l'aspect formation depuis plusieurs années et vous leur donnez des possibilités qu'ils n'avaient pas. Donc, pour le coup, vous avez des taux d'utilisation et des taux d'engagement qui, une fois que les choses sont en place, sont plus forts qu'au siège, bien souvent, puisqu'on a aussi cette habitude de voir un peu ce que ça peut donner au siège, donc on peut comparer. Mais l'accès, juste ça, c'est tout bête, hein, mais c'est primordial de le résoudre en premier lieu. Ouais, je te rejoins complètement. Nous, c'est des choses qu'on voit aussi, notamment à l'échelle des entretiens annuels, des choses comme ça. Mais effectivement, il y a énormément de solutions techniques qui, aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, sont assez simples à mettre en place pour s'affranchir de la contrainte de l'adresse email, de la contrainte du mot de passe qui peut effectivement être hyper problématique, de la contrainte du PC. Il y a vraiment des formats mobiles, des formats responsifs qui marchent très très bien. Moi, j'ai envie de remonter, je trouve que ton exemple, il est hyper intéressant. Face à une direction qui effectivement a pas l'idée et a même pas le projet, effectivement, d'aller faire l'effort, parce qu'il y a quand même un petit effort au moins intellectuel à faire, d'aller former, ces populations terrain. Comment est-ce que tu les convaincs? Comment est-ce que tu arrives à les amener en fait, si évidemment qu'il faut que vous alliez le faire, quoi? Nous, on est un peu extrême chez Bidiz, c'est-à-dire que déjà, de base, je leur dis que je ne travaillerai pas si les gens pour qui je travaille vraiment
ont pas d'accès. Donc, je dis que moi, j'ai pas d'intérêt à ne pas former des gens qui sont plus proches du terrain ou de l'outil de production. Donc, c'est de toute façon une condition. Donc, on l'aborde comme ça. Et ensuite, alors, c'est pas je veux pas non plus dresser un tableau hyper noirci. C'est pas des grands méchants. C'est simplement juste, encore une fois, qu'ils n'en ont pas l'habitude. Donc, quand on leur explique que c'est tout à fait possible et quand on leur montre les solutions, on fait un peu d'avant-vente pour leur montrer vraiment que ça fonctionne et qu'ils n'ont pas d'inquiétude à avoir. Bon, bah là, le frein est levé et on y va directement. C'est simplement, honnêtement, un manque d'habitude, un peu de crainte, parce que c'est quand même, il y a un peu de technicité, évidemment, c'est pas aussi simple qu'une adresse mail pro et qu'un mot de passe. Mais une fois qu'on montre que ça fonctionne, qu'on embarque la DSI, c'est réglé. Et est-ce qu'il y a aussi la crainte, de nuire à la prod entre guillemets, ouais, ils ont pas le temps, il va falloir leur dégager du temps et ça va les enfin, est-ce qu'il y a aussi ce frein-là? Ou est-ce que c'est ouais et celui-là pareil, comment est-ce que tu arrives à le Oui, alors il y a des fois il y a des politiques internes. Je sais quand on était arrivé chez Leroy Merlin, qui est un de nos gros clients historiques aussi, le lendemain du lancement de Bidis, il y a interdiction d'utiliser les smartphones dans les magasins, donc compliqué. Bon, on ne fait pas que du smartphone, on est aussi évidemment disponible sur les autres devices. Là aussi, il faut être omnicanal, même pour le terrain. Il ne faut pas tomber dans la caricature de dire le terrain, c'est forcément que du mobile ou de la tablette. C'est beaucoup le cas. 75-80% d'utilisation se fait comme ça, mais il faut être ailleurs. Mais à ce moment-là, oui, on se retrouve un peu bloqué, sauf que quelques mois plus tard, il y a une vraie politique de mise en place de device, pour le coup, dans chaque magasin, dans la main de chaque chef de rayon et autres. Et du coup, on est préinstallé partout, donc ça démultiplie aussi les possibilités. Donc, il y a ça. À partir du moment où c'est bien dans la politique de device, on va dire. Et après, pour revenir sur ta question, quand on est sur j'ai peur que ça contrarie des habitudes de travail ou autres, bah, on montre que les temps d'utilisation, et on y reviendra, s'insèrent très bien dans des journées, puisqu'ils sont plutôt courts, très digestes, et donc on peut les faire à des moments clés sans perturber le travail. Et puis ensuite, on montre l'impact positif. On une boîte aussi très héroïste, donc on va aller mesurer quel est l'impact qu'on a. Je peux vous dire que quand on est capable de montrer qu'on fait baisser des accidents de travail, par exemple, la question de dire est-ce qu'on contrarie l'accident de travail, elle est plus en haut de la pile. Est-ce qu'on contrarie des process de travail? Elle est plutôt de se dire est-ce qu'on améliore des process de travail? Et c'est sûr qu'on ne va pas se dire bon, bah, on fait une pause de 45 minutes sur un ordi en pleine chaîne de montage, mais plus bah, je scanne un QR code à l'entrée d'un chantier, par exemple. J'ai une formation de 5 minutes sur tous les risques que je peux avoir sur mon type de matériel. Je le fais là. Et puis, ensuite, je vais faire mon travail quotidien. ouais. Et dernier axe qui est clé, il faut s'insérer dans les rituels existants. Pour le terrain, il y a déjà beaucoup de temps ritualisé qui existe. Si je reprends le chantier, il y a le quart d'heure de sécurité. Si je reprends le retail, il y a le brief d'ouverture de magasin. Il y a les mêmes choses dans la restauration. Et à ces moments-là, on peut aussi intégrer des outils de formation. Et donc, on ne vient pas contrarier un process, on utilise des temps existants. De toute façon, le succès, il est toujours là-dessus. Hein. On a une grille sur comment donner l'accès, comment donner l'envie et l'utilité, comment créer l'habitude ensuite derrière. Ensuite, comment mettre quand même de la nouveauté pour ne pas tomber dans une routine. Et après, à la fin, on a le Graal d'avoir une appartenance, c'est-à-dire que les gens s'approprient tellement l'outil que l'outil, c'est eux, en fait. Donc, du coup, c'est complètement intégré à ce qu'ils sont. Ouais, mais effectivement, ouais, j'aime beaucoup cette idée de on en revient à cette idée de bien connaître, déjà les rituels terrain et le quotidien du terrain. Mais effectivement, si jamais on arrive à s'insérer dans des rituels existants et en fait à déjà respecter le temps de la prod, c'est plus facile de se faire sa place si jamais qu'en plus déjà, si en plus il faut dégager du temps et rajouter des rituels et cetera, quoi. Il faut passer du temps sur le terrain. C'est ce que nous, on identifiait comme manquant chez les éditeurs. C'est-à-dire qu'un éditeur tech, il aime beaucoup développer, et c'est notre cas, on est une boîte très tech, mais on y passe aussi beaucoup de temps. Pour te donner un exemple, on avait notre Comex de la semaine dernière, on l'a fait dans une chaîne de restauration, en discutant beaucoup avec les managers du plan de restauration, et on s'est rendu compte, par exemple, que dans leur cas, on formait très bien le staff en restaurant, mais très mal le staff en cuisine.
Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, l'essentiel de leur staff en cuisine parlait essentiellement tamoul et on n'avait pas le tamoul dans notre solution. Bon, bah, prochaine mise en prod, on a le tamoul, c'est pas très compliqué à mettre en place et comme ça, on forme Mmh. beaucoup mieux. Mais si t'es pas là, si tu vas pas passer du temps vraiment sur le terrain et que tu discutes qu'avec le service formation ou la DSI, tu découvres pas ces subtilités-là et donc tu as des taux d'engagement qui restent hyper bas et tu comprends pas trop pourquoi, alors que c'est pas compliqué en fait. Mais on est Ouais. toujours dans l'accessibilité là en fait, c'est l'accessibilité par la langue, hein. Complètement, ouais et effectivement qui part de sa connaissance, terrain et sa proximité. Carrément, C'est hyper ça. intéressant comme exemple. N'hésitez pas à réagir vraiment si vous avez des questions, en particulier sur ces sujets-là. Je vous propose qu'on avance sur le deuxième frein qu'on a identifié, avec Julien, qui est la question du frein psychologique des populations terrain. Donc là, on a un peu commencé à l'évoquer tout à l'heure quand on parlait de sur le deuxième sondage sur les compétences, mais Mmh. effectivement, c'est un des autres enjeux. Comment est-ce que toi tu sens comment est-ce que ou même que tu l'expérimentes, sur le terrain? Et c'est aussi une logique un peu d'accès là aussi encore. Enfin, disons que c'est une barrière à l'entrée qui est pas négligeable. Ouais, Alors encore une ouais. fois, faut pas caricaturer. Euh, dans les populations de terrain, ça peut être très hétérogène et il y a une partie notamment on va dire, ouvriers ultra qualifiés sur des outils très techniques. On travaille beaucoup dans la robotique, nous par exemple, avec ABB Robotics ou des boîtes comme ça. Où là, il n'y a pas de frein psychologique. Très peu, en tout Mmh. cas sur cette logique-là. Il y a le frein de l'accès, du temps, de tout ce qu'on a vu, mais il n'y a pas de psychologique. Par contre, il y a des populations terrain qui sont aussi pas forcément cadres, qui ont fait des études plus courtes, et où c'est vrai, quand on fait nos groupes de travail pour comprendre qu'est-ce qui fait l'utilisation, qu'est-ce qui fait pas l'utilisation de nos produits, on se rend compte que régulièrement, il y a j'ai commencé à travailler tôt, j'ai fait des études plutôt courtes parce que l'école, c'était pas trop mon fort. Et pour moi, formation égale école. Donc, j'ai pas envie d'aller revivre des mauvais Mmh. souvenirs, entre guillemets. C'est Ouais, un vrai ouais. truc. C'est un vrai truc à lever qui est pas évident, qui prend du temps à lever. Alors, on y arrive, hein, il y a des leviers de mise en valeur de ce qui est fait par les pairs. Il y a des leviers de gamification aussi qui peuvent être intéressants. Donc, on peut, Mmh on mh. peut y arriver. Ce que je te racontais dans la préparation, je le raconte là parce que j'aime beaucoup cette histoire qui nous est arrivée il y a 2-3 ans, toujours avec les RATP, qui est un client que j'aime beaucoup parce que prenant les transports tous les jours comme vous, je peux essayer d'aller voir si ça marche ou si ça marche pas ce qu'on fait. Et un jour, donc je me rends plutôt sur les bureaux d'un centre de maintenance avec lequel on a déployé des choses. Et il y a quelqu'un qui m'arrête et qui me dit: Ah, c'est vous, Capsule? Parce que bon, chez RATP, la solution s'appelle Capsule, on est en marque blanche. Et je me dis: Oh là là, généralement, quand c'est le cas, c'est soit pour me dire c'est super, soit pour me dire ouais, ça marche pas, il y a ce bouton-là, etc. Il faudrait que ça aille plus vite. Voilà, c'est aussi des populations qui peuvent être très exigeantes. Et non, là, la Mmh. personne m'arrête pour me dire: En fait, grâce à vous, j'ai passé ma certification. Donc là, en l'occurrence, c'était bus. Pas passé le permis bus sur Belize, hein, je veux être clair quand même. Mais disons que c'était donc un agent qui faisait plutôt de l'accueil client dans les guichets, etc. Et qui avait aussi beaucoup d'astreintes. Et qui, en fait, sur ces temps en attente de clients où il se passait pas forcément des choses directement, les nuits ou autres, il s'est mis à faire les questionnaires liés à cette certif-là, sans trop en parler autour de lui. Et à bout d'un moment, il avait des 100% tout le temps et son manager l'a vu et lui a dit: Mais tu vas aller passer cette certif et la formation pour devenir conducteur bus plus tard. Euh, parce que regarde, ça fait, je sais pas, 10 fois que tu as zéro mauvaise réponse, Ouais. quoi. Et la personne y allait. Elle nous a dit: Sans ça, sans ce petit coup de pouce, parce que l'essentiel, c'est quand même elle qui l'a fait, mais sans ce petit coup de pouce psychologique, elle y serait peut-être pas allée et elle aurait peut-être pas eu cette évolution de carrière. Bon, et évidemment, j'étais extrêmement heureux d'entendre ça et c'est toute la motivation qu'on a tous les jours, c'est d'arriver sur ce genre d'histoire. Donc, j'ai pas tous les jours des gens de la RATP qui m'arrêtent quand même, mais cette histoire, elle m'a beaucoup marqué et je trouve elle est significative de ce que peut être ce frein psychologique. Où il me disait: En fait, moi, voilà, j'ai commencé à bosser direct après le bac. Voilà, formation, c'était pas pour moi. Clairement, c'est les mots qu'il m'a dit à ce moment-là et ça m'a vraiment Ouais. marqué. Ouais, mais je te rejoins, nous aussi, hein, on le voit très souvent, il y a un espèce d'imaginaire qui s'est construit autour du sujet de la formation, où, tout le monde imagine encore, la formation avec, quelqu'un qui vient, qui présente des slides et que c'est affreux et que ça dure une demi-journée et que ça tape à côté et cetera et ouais, je suis d'accord avec toi, il y a vraiment quelque chose à déconstruire là-dessus. Nous, on le voit aussi,
encore une fois sur un sujet un tout petit peu à côté qui est celui des entretiens. Mais les entretiens annuels, on a aussi souvent, pas forcément une levée de bouclier, mais en tout cas quelque chose de un peu réfractaire de: «Oh là là, ça va encore, c'est encore un process RH, c'est une obligation légale, on va encore me poser deux trois questions et puis, j'aurai jamais de retour et on m'en parlera plus, quoi». Hem et effectivement, on voit que, voilà, c'est quelque chose à déconstruire, qui se fait bien avec de la formation auprès des managers, de la sensibilisation. On donne du sens, en fait. On donne du sens en faisant non pas justement encore une fois un moment, légal, obligatoire et finalement, assez, en fait, long et ennuyeux pour tout le monde, mais au contraire, on met des questions, beaucoup plus, concrètes, beaucoup plus efficaces. On donne de la perspective, on donne du sens aux salariés, on se met à lui parler de compétences, mais en fait pas juste de compétences un peu théoriques, mais en fait des compétences de sa fiche de poste et potentiellement d'un autre poste qu'il pourrait être amené à faire et effectivement, en donnant de la matière et du concret, c'est vrai qu'on arrive à raccrocher, à créer de l'intérêt et casser un peu ces freins, ces verrous mentaux et ces freins qui peuvent exister. Mais c'est Hem, clair. Il faut imaginer que pendant des années et des années, ils ont pas été abordés du tout comme ça. Donc forcément, il y a une certaine lassitude, et c'est pas parce que, il y ait une population qui aime pas la formation ou qui n'utilise pas ou qui ne crée pas de gros taux d'engagement sur la formation, qu'elle n'aime pas apprendre. C'est tout l'inverse. Donc, c'est très vrai, nous, pour les la cible à laquelle on essaie de rendre le plus service, entre guillemets. Mais d'ailleurs, c'est vrai beaucoup plus largement, hein. Je suppose que c'est pareil au siège ou autre. Il peut y avoir des gens qui suivent pas des formations ou qui n'aiment pas, mais pour autant qui oui, adorent apprendre à côté. Il faut essayer d'aller plutôt, moi je trouve, vers ces gens-là et de sortir du formation, effectivement, salle de formation hyper descendante, qui fait une partie du job, il ne faut pas tout jeter non plus, mais qui ne doit pas avoir une hégémonie sur le sujet, quoi, qui doit garder sa place parmi d'autres modalités. Pour moi. ouais. Très clairement. J'en profite pour prendre une question de Noémie qui nous demande, est-ce que c'est une bonne idée de laisser le choix des formations, et des sujets, pour engager les collaborateurs? Alors, si on reprend ton exemple de la RATP, apparemment, c'était pour le coup une très, très bonne idée de lui, de laisser le choix. Nous, on voit aussi des cas où, c'est les espèces d'énormes catalogues de formations où tout est accessible. En fait, ça laisse des gens à pas trop savoir quoi faire ou alors ils en essayent plein, ils picorent un peu partout et puis en fait, finalement, il se passe pas grand-chose parce qu'ils vont pas au bout. C'est quoi toi un peu ta vision des choses sur, ce côté, ouais, catalogue et liberté? En fait, c'est deux sujets différents. Il y a est-ce qu'on cloisonne et est-ce qu'on hiérarchise. Est-ce qu'on cloisonne? 1000 fois non. Alors après, malheureusement, nous, on a des fonctionnalités aussi qui permettent de le faire, qui permettent de dire les contenus managers ne sont que pour les managers. Parce qu'il y a certains cas où nos clients n'en démordent pas et le client étant roi sur ça, en tout cas. Tant que les solutions sont accessibles aux collaborateurs terrain, moi, ça me va. Mais ça peut être le cas. Par contre, moi, je trouve que oui, on devrait être dans des sociétés où on doit pouvoir avoir accès à l'ensemble des formations, peu importe le collaborateur qu'on est dans l'entreprise. Sous réserve de points économiques, bien sûr, parce qu'il y a certaines formations qui sont payantes à l'accès, etc. Et les entreprises ne peuvent pas se permettre de tout ouvrir à tout le monde. Mais il y a quand même une grosse partie des choses qui pourraient être accessibles à tout le monde. En revanche, ne tombons pas aussi dans le Netflix de la formation, il y a eu ça, ou si on va Ouais. plus loin, imaginons le Prime Vidéo de la formation qui serait encore pire sur je me perds et je sais vraiment pas quoi faire. Il faut bien sûr hiérarchiser et proposer les choses les plus adéquates. Aujourd'hui, on est dans le monde des agents IA maintenant. Un agent IA, c'est extrêmement bien faire ça, de dire voilà, Alexandre, je sais où il en est, je sais ce qui peut l'intéresser, et s'il me demande tiens, qu'est-ce que je pourrais apprendre aujourd'hui, je vais lui proposer des choses. Ou bien la communauté. Enfin, les deux peuvent être complémentaires d'ailleurs. On peut aller voir. Je me dis, ok, moi je trouve que la carrière d'Alexandre elle est top. J'aimerais comme lui devenir manager de mon point de restauration. Donc je peux aller voir tout ce qu'il a suivi comme formation et toutes les compétences qu'il a acquises et même ce qu'il a lui partagé en termes d'astuces, de formation ou autre à sa communauté. Et là, on a des choses. Mais moi, je pense que la philosophie générale, c'est qu'il faut qu'on aille vers ça de l'ouverture et pas du cloisonnement de la formation. La bonne Mmh. hiérarchisation pour que les gens ne soient pas perdus, mais il faut quand même que ce soit ouvert. Je ne suis pas écouté partout. Hein. Donc après,
Tout est Non, mais possible. j'aime beaucoup ta posture effectivement oui, la transparence et l'ouverture a énormément de vertus, mais c'est pas pour autant que la hiérarchie n'a pas sa place, Ouais. ne serait-ce que pour aussi accompagner et conseiller. Hyper intéressant. Alors Myrna, je pense qu'on va aborder votre question un peu après, donc je la mets de côté. Je vais juste prendre la question de Sophie, au passage. Effectivement, aujourd'hui, bah, là plutôt, du coup secteur retail, il y a des enjeux de productivité effectivement, et ça suffit pas de former. Est-ce que ça toi, c'est des, bah, je sais pas, potentiellement des questions que vous avez effectivement de comment est-ce que vous vous insérez dans des projets un peu plus globaux, Mhm. et quelle place vous arrivez à trouver et comment est-ce que vous, ouais, collaborez avec d'autres acteurs ou d'autres enjeux? Ah, je vais essayer de bien répondre à la question, mais qui est extrêmement profonde, donc on pourrait Oui, faire tout le webinaire on comme pourrait ça, faire une masterclass là-dessus. clairement, et je serais ravi de revenir sur ce sujet-là. Euh, un, il faut sortir de la formation comme une commodité et de dire c'est là, c'est un support, c'est un nice to have. Non, elle doit être clé dans le dispositif de l'entreprise et dans la stratégie que fait avoir l'entreprise. Donc souvent, moi, mes premières questions pour mes clients, c'est dire quelle est votre stratégie, quelle est votre stratégie d'entreprise et comment la formation y contribue dans les 3 prochaines années. Puisqu'un projet de formation, en dessous de 3 ans, c'est quand même un petit peu difficile, je trouve, de travailler quelque chose. Mmh. Et c'est pas toujours le cas. Les réponses sont pas toujours liées. C'est-à-dire, oui, on fait ça en formation, mais est-ce que ça répond à un enjeu stratégique? Non. Bon, bah, auquel cas, il y a quelque chose, il y a des questions qu'il faut se poser, je pense. Ensuite, je pense qu'il faut commencer ces projets de formation justement sur des projets très concrets avec des retours très concrets. Je reste dans mon monde de la restauration, que j'aime beaucoup. Euh, on doit travailler des projets de formation, par exemple, en ce moment, sur l'augmentation des paniers moyens. C'est compliqué pour les restaurants ou les chaînes de restaurants d'avoir plus de clients, puisque la situation économique fait qu'on ne va pas y aller beaucoup plus. Mmh. Par contre, on peut travailler sur comment des gens très bien formés peuvent réussir à présenter les meilleures offres aux clients pour qu'à la fois ils dépensent un peu plus, mais ils aient aussi une valeur plus conséquente. Donc des menus, des choses à la fin, des choses adaptées. Et donc, il y a toute une logique de formation là-dedans. Donc si la formation, elle est d'abord inscrite là-dedans et qu'on fait bien comprendre aussi aux collaborateurs que c'est pour le bien de la rentabilité de son restaurant et donc potentiellement de son job plus tard, etc., c'est clé et on embarque dans ces cas-là. Si on n'est pas aussi précis que ça et qu'on se dit juste, ah tiens, je veux former à l'hygiène et à la sécu, même si c'est un indispensable, ça va pas prendre autant. Mais par contre, il faut du jus de cerveau, il faut réfléchir, il faut aller loin sur ces sujets. Donc, c'est une des réponses. Je Mmh. suis navré, Sophie, je pourrais en dire plus, mais ça me paraissait la prioritaire là-dedans. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu mets derrière en fait, c'est effectivement de la responsabilisation et en fait, tu impliques dans une vision globale, et effectivement, c'est pas juste, bah, OK, on a besoin de ça, donc on va le former. C'est en fait, on va lui donner de la vision, lui expliquer aussi pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce qu'on veut le former là-dessus et dans quoi ça s'inscrit en termes de projet global et pas juste, bah, on veut qu'il fasse ça, bah, on va le former à faire ça, quoi. Ouais, ouais, et on le Et suit ensemble et on l'explique. Et aussi le dernier axe peut-être qui serait le deuxième, c'est il faut des mécanismes opérationnels aussi dans la formation. Je m'explique, nous on appelle ça le dernier kilomètre de la formation, donc le plus difficile. Il faut que quand j'ai fait quelque chose, je sois amené à l'appliquer assez vite. Donc on peut le faire assez efficacement, je trouve, avec des mécanismes de micro-doing. Par exemple, je pense qu'on y reviendra sur les formats et aussi à des mécanismes de coaching entre le manager du restaurant, par exemple, et l'employé polyvalent. Mais il faut le plus souvent possible, c'est pas toujours possible, mais le plus souvent possible que une connaissance que j'assimile ait un reflet d'une opération que j'exécute dans les 2 semaines qui suivent, on va dire. Et j'indique que je l'ai fait. Et je prends en photo ce que j'ai fait. Une mise en vitrine, une nouvelle boisson, voilà, ce genre de choses. Et là, on arrive à justement dépasser ce système de l'information n'est pas suffisant qui est mmh. reproduit.
Ouais et ouais, mise en pratique, le plus rapidement Mise en pratique. possible, ouais, Exactement. ouais, ce qui ancre en plus, vraiment ce qui a été appris, quoi. Trop intéressant. J'avance parce que le temps aussi, pour aborder le troisième problème que nous on avait remarqué. Alors on a un tout petit peu commencé à l'aborder, mais effectivement, le manque de lien, entre, la formation et la réalité du terrain. Donc on a déjà effectivement un petit peu abordé le sujet, mais toi tu avais aussi un autre axe qui était vraiment sur la construction du contenu et vraiment à l'origine d'où vient le contenu des formations et comment est-ce qu'il est pensé? Absolument. Alors, bon, j'imagine que la plupart des gens dans le chat savent aussi comment ça fonctionne, mais généralement dans le monde de la formation, si on est un opérationnel terrain ou même un manager de proximité, qu'on sent qu'on a besoin d'un sujet de formation, on en fait une demande qui part quelque part, on ne sait pas toujours Oui. où. Et un jour, peut-être, il y a un module de formation. Alors, je parle des choses très métiers, hein, je ne parle pas forcément des compétences transverses, mais peut-être qu'un jour, il y a un module de formation qui apparaît et peut-être qu'il est bon, peut-être qu'il est obsolète, et ça prend plusieurs mois. C'est difficile de faire plus court que ça. Nous, j'avais regardé pour la préparation de ce webinaire le module qui a eu le plus de succès, voilà, la capsule ou les tips, on appelle ça comme ça, sur 12 mois glissants. Et je crois que c'est difficile à voir, mais j'ai l'impression que c'est tout ce qui est autour des caisses enregistreuses. Ça a l'air d'être extrêmement compliqué d'utiliser ça, ou en tout cas, c'est un savoir qu'il faut maîtriser vite. Et c'est une des capsules modules qui ressort. Alors, chaque entreprise le fait à sa manière, parce que chacun a ses modèles. Mais voilà, donc déjà, il y a un aspect, il faut résoudre en premier lieu des choses très pragmatiques. Et la caisse enregistreuse est un bon exemple. De dire, bah, je suis nouveau chez G7, chez McDo, chez Starbucks ou autre. C'est pas forcément évident. Et mon manager est peut-être pas toujours directement là. Et l'autre point, c'est que du coup, ceux qui savent directement ça, c'est quand même plutôt les gens qui sont directement sur le terrain. C'est eux qui ont ce savoir de, bah, il faut que tu appuies sur F12 pour sortir pour régler la remise de monnaie, etc. Je me rends compte que je maîtrise pas bien non plus les caisses enregistreuses, il faudrait que j'aille y regarder. Mais vous comprenez l'exemple. Et donc, je trouve que ce qui est l'opportunité qu'ont aujourd'hui les services formation avec les outils, notamment de user-generated content, de donner la possibilité à l'apprenant de créer des petits bouts de connaissances ou des petits bouts de formation, des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans. Ce qu'ils ont comme opportunité là, c'est de créer des contenus qui sont à la fois quand même descendants formels, parce qu'il faut un certain formalisme aussi dans la formation et cadrer les choses, mais qui se nourrissent aussi de ce qui peut être fait directement sur le terrain par des collaborateurs terrain. Et là, on a un contenu qui va être à la fois formel, informel, et qui va être très lié à l'enjeu terrain et aussi à la stratégie de l'entreprise, et qui va créer souvent des très hauts taux d'utilisation. Je vous donne un exemple pour être plus clair, parce que je me rends compte que je ne le suis pas forcément. Oui, une grande chaîne de vêtements que là, du coup, je ne peux pas citer, mais vous imaginerez bien qui c'est. Se dit, OK, je fais une formation sur la mise en vitrine. Chaque saison, la mise en vitrine, c'est hyper clé dans le retail. Notamment, là, c'était du retail premium. C'était pas du luxe non encore, mais c'était quand même du haut de gamme. Et donc, ils se disent, on fait le module sur c'est les grandes règles de cette saison automne-hiver. Donc, les couleurs, les produits qu'il faut mettre en avant, etc. Et après, ils demandent à chaque boutique, faites une petite vidéo tournée directement à partir de votre outil de formation pour montrer comment vous l'avez fait vous et quelles sont les astuces, comment vous l'avez adapté. Donc, ils récupèrent de mémoire une trentaine de vidéos comme ça. Donc, tout le monde ne le fait pas, mais il y avait quand même une certaine masse existante. Ils prennent les 5 meilleurs, puisque l'idée, c'est de pouvoir aussi voter pour les meilleurs, et ils les réintègrent à leur module de formation initiale. Et là, ils ont un truc hyper sympa avec les principes qui sont illustrés par Alexandre de la boutique des Champs-Élysées, Julien de la boutique de Rennes. Voilà. Et les gens veulent aussi voir qu'est-ce qu'il a fait Julien, qu'est-ce qu'il a fait Alex là-dessus. Et donc, on a là la possibilité de faire un lien très fort entre la formation et le terrain sur les sujets et sur les personnes. C'est aussi important de se dire qu'on est dans l'humain sur ces formations-là, c'est pas du full théorique. Ouais, c'est trop bien, j'adore ton exemple, c'est hyper vertueux en termes de en plus, ça incite d'autant plus les gens à aller le consulter parce que c'est fait
sur le terrain, par le terrain. Ça doit être rempli de petits tips concrets que effectivement, si jamais tu as pas fait 5 vitrines, bah, tu l'as pas, quoi. Donc Exactement. ouais, c'est hyper intéressant. Ça répond un peu à la question que Noémie posait, qui était effectivement comment on fait si on n'a pas d'ingénieur pédagogique. Est-ce que, moi j'ai même envie de poser la Bonne question, est-ce question. que, ouais, et du coup, est-ce que typiquement, chez les formations que vous proposez, est-ce qu'il y en a qui sont directement proposées construites par des utilisateurs, ou il y a toujours quand même un retravail à un moment d'une équipe péda ou de l'équipe RH, ou est-ce que des fois c'est vraiment, même directement vraiment des capsules, faites, sur le terrain? Non, il y en a. Alors, quand c'est proposé exclusivement par le terrain, c'est rarement des modules Mmh, en entier. complet. C'est plutôt des formats plus courts qui vont ressembler à un post Insta ou TikTok, mais avec une couche de learning. Donc, il y a des activités, des quiz, etc., qui sont rattachés. Et ça peut rester comme ça de manière assez brute, comme sur un fil d'actualité ou comme sur un groupe WhatsApp. Ça peut être ça là-dessus. Par contre, c'est vrai, c'est qui? C'est Noémie qui posait la question. Oui, Noémie, question très juste, parce que malheureusement, dans les boîtes qui font beaucoup de terrain, souvent l'équipe de formation, elle est sous-staffée par rapport aux besoins. Et elle passe l'essentiel de son temps, malheureusement là aussi, à faire de l'administratif de formation et pas de la conception de formation. Donc un autre point qui peut être pratique aujourd'hui, c'est quand même l'utilisation de l'IA côté conception. Aujourd'hui, je pense qu'il faut essayer au maximum de pallier ça pour que le peu de temps que ces services de formation ont sur ça puisse être démultiplié. Et généralement, si vous avez par exemple des ensembles documentaires sur des procédures, des choses comme ça, il y a beaucoup ça dans les métiers terrain, à partir de là, on est capable de créer des modules hyper bien faits en aujourd'hui, franchement, ouais, 10-12 fois moins de temps. À l'époque, on créait un module en gros une journée. Donc, c'était des choses quand même assez courtes chez nous. On était déjà assez rapide. Mais maintenant, avec ce que j'ai décrit là, ça peut sortir en 1 à 2 heures à quelque chose de vraiment fini avec des visuels, etc. Ça marche pas sur tous les sujets. Encore une fois, il ne faut pas non plus rendre du rêve quand tout n'est pas là. Mais ça marche sur beaucoup de choses et ça permet de lancer les sujets. Et puis, vous avez des boîtes qui font que ça aussi. Il y a des boîtes très bien qui créent des contenus de formation. Quand les services des formations des entreprises n'ont pas le temps de le faire, on leur envoie les documents, les briefs, etc. Et ils créent les modules sur les bons formats qui marchent bien pour le terrain. Donc, pas des gros modules de SCORM de 45 minutes, encore une fois. Mais ils savent aussi maintenant très bien utiliser les outils comme les nôtres et d'autres, d'ailleurs, on n'est pas les seuls, pour créer ces contenus. Hyper intéressant. Trop bien. J'avance vers le toc, 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 les 2 derniers, problèmes qu'on avait identifiés. Pareil, ça c'est vraiment dans le prolongement de ce qu'on s'était dit, mais effectivement, il y avait la question du format aussi, la format de l'adaptation du format aux réalités, aux contraintes du terrain. Donc ça va répondre effectivement à la question notamment de Myrna sur le support, mais il y a pas que le support. Il y a aussi, la durée, il y a aussi, les formats même des contenus. Il y a aussi la question de l'organisation, quand est-ce qu'on le fait, à quel moment, comment est-ce qu'on s'adapte aux réalités de la prod. Donc j'imagine que c'est, ouais, plein de problématiques avec lesquelles, vous êtes habitués à jongler. C'est hyper important, comme pour vous. J'ai vu que vous aviez voilà, travaillé aussi beaucoup ça pour que le format soit différent. S'il y a qu'une chose à retenir, je trouve que c'est celle-là. On dit dans la restauration, vous avez compris qu'on y est beaucoup chez Bidis, donc je suis beaucoup avec des chefs de cuisine, mais c'est toujours l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Vous connaissez certainement ça, tout le monde connaît ça. Dans la restauration, c'est le truc le plus important. Bah, franchement, dans la formation de terrain, je trouve que c'est le format, le format, le format. C'est-à-dire que nous, on est constamment en train de réfléchir à comment le format il peut être plus attractif, plus captivant, comment il peut mieux s'insérer, comment il peut répondre à des meilleures logiques opérationnelles. Et si on ne doit suivre qu'un chiffre chez Bidis, c'est celui de la complétion. Parce que pour moi, c'est le seul qui dit vraiment est-ce que le format est efficace par rapport à ce qu'on veut. Donc, complétion, dernière stat qui est sortie en France sur la complétion des modules de formation, elle date de 2017, donc elle date un peu, mais elle était à 11%. Donc, c'est-à-dire que sur l'ensemble des formations suivies en France, en 2017, il y a seulement 11% des gens qui terminaient. Sur Bidis, 12 derniers mois glissants, 95% de taux de complétion. On n'est pas sur les mêmes modules, encore une fois. Hein. Moi, je fais pas
du Elucidate ou du Articulate sur des formats longs qui peuvent être utiles dans certains cas, mais pas dans le mien. Par contre, je sais que je m'insère hyper bien dans des temps courts de la journée. Pas pour ça que c'est du micro-learning non plus, parce que le micro-learning, il y a un côté un peu, maintenant je trouve, dévalorisé c'est de la connaissance un peu bas niveau. Ouais. Non, non, pas du tout. Ça peut être du très haut niveau. On va jusqu'à faire des choses nucléaires, dans le nucléaire, etc. Donc ça peut être très avancé, mais c'est digeste. Et quand je commence, je termine quelque chose et je pars avec quelque chose de complet. Donc mettons que je sois au bar et il n'y ait personne et que toi, tu n'arrives que dans 5 minutes. Il faut que j'ai un contenu qui, dans 5 minutes, ait une cohérence et une autonomie. C'est ça qui est extrêmement difficile à faire, mais c'est ça qui est le plus utile pour le terrain. Donc, moi, je vous invite, pour ceux qui sont sur le chat et qui ont ces réflexions-là, je suppose que si vous êtes là, si vous avez ce type de réflexion, à toujours bien regarder le format, à l'essayer. Je vous citais Amorino tout à l'heure. Amorino, avant de travailler avec nous, ils ont pris 3 plateformes et ils ont mis les 3 plateformes dans les mains des collaborateurs terrain. Et ils ont attendu de voir qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce que les gens préféraient. Et ça, c'est essentiel. Il faut que le format soit très bien adapté à votre métier, qu'il puisse se déclencher aussi facilement avec des QR codes, par exemple, ou autres, qu'il puisse bien s'insérer dans les rituels dont j'ai parlé tout à l'heure. Si le seul moment clé, il est collectif, par exemple, et de se dire, en fait, les gens veulent faire quelque chose ensemble, le format doit pouvoir se jouer collectivement. C'est un module qu'on doit pouvoir faire ensemble, pas chacun de son côté. Hier, j'étais dans une grande enseigne de meubles suédoise, puisque je ne peux pas citer parce qu'ils ne sont pas encore clients là-dessus, mais je faisais tout l'audit avec eux et j'interrogeais les gens dans les magasins. Et ils me disaient, en fait, nous, ce qui nous manque, c'est surtout le lien. On veut faire des trucs ensemble. Alors, one-to-one, là, pour le coup, ils voulaient vraiment, c'était en binôme. Avant, on avait cette formation en binôme avec quelqu'un qui suivait l'autre et tout. Il y avait ça partout avant. Ils me disent, maintenant, on n'a plus. Donc, on se sent un peu seul. On voudrait retrouver avec un format digital, parce qu'ils ne veulent pas non plus le retour de la feuille papier, quelque chose qui permet de faire ça. Donc, on est toujours là dans le format. Et même quand c'est du présentiel, je trouve qu'il faut toujours réinterroger ça. Est-ce que c'est la bonne durée? Est-ce que je laisse la bonne place à l'interaction? Est-ce que je résume bien à des moments clés? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent se faire en amont de ma formation présentielle? Voilà, ce genre de choses. J'avais bien aimé quand on en parlait en préparation, et alors c'était pas exactement la phrase que tu avais employée, mais tu dis ce fameux proverbe: «On n'a jamais de deuxième chance, de faire une bonne première impression». Ouais. Et effectivement, tu disais ça, c'est-à-dire que, on est aussi sur des publics exigeants, et notamment en termes de temps, et aussi des publics qui ont déjà été, potentiellement désillusionnés sur des promesses qu'on leur a faites. Donc effectivement, si tu arrives pas en tapant juste, tu vas avoir du mal à les faire revenir, pour réessayer encore et encore, quoi. 0 deuxième chance, effectivement, tu as tout à fait raison, hein, c'est hyper clé. Donc, il ne doit pas y avoir de problème de connexion, il ne doit pas y avoir de problème de compréhension sur ce quoi on s'adresse. Et c'est aussi, j'ai peu de temps pour laisser une bonne impression. Donc, en fait, sur mes 5 premières minutes, donc ma première capsule pour nous, il faut que la personne se dise, ouais, ok, ça m'a été très utile et j'ai passé un bon moment plutôt, tu vois, sur le sujet. Ouais, carrément. Hem Sophie, j'ai essayé de garder votre question à la fin si on a du temps. Je vais juste du coup embrayer sur le dernier gros axe qu'on avait, identifié avec Julien, qui était quand même bien chargé aussi, qui était effectivement l'écueil dans lequel on peut tomber. Pareil, Julien, tu as commencé à égrener un peu des idées là-dessus, mais de se dire que, c'est pas parce qu'on dit formation de terrain qu'il faut que ce soit que des formations opérationnelles, ça tu vas nous en parler. Et encore une fois, il ne faut pas que ce soit que des considérations, des formations qu'on considère un peu low level. Effectivement, c'est un écueil qu'on peut avoir quand on pense micro-learning. Mais en fait, non, il peut y avoir des formations qui soient pas opérationnelles et qui soient de très haut niveau, parce qu'effectivement, on se retrouve à gérer sur le terrain des sujets parfois extrêmement sophistiqués, avec des profils qui sont en attente de contenu effectivement exigeant. Tout à fait. J'ai donné quelques exemples. Je tire un peu plus le fil, mais c'est vrai que on tombe souvent aussi sur des formations extrêmement haut niveau avec des collaborateurs terrain qui, moi, intellectuellement, me mettent une claque à chaque fois. Hein. Je me dis, non, on est beaucoup dans la robotique. Ouais, clairement, c'est les sujets
moi, je les comprends pas quand ils sont dans mon outil. Mais voilà, je vois que ça marche pour le coup. Mais donc, il y a tout cet aspect-là qu'il faut pas du tout négliger sur le terrain et qui est souvent mis de côté et où les gens se débrouillent en fait. Donc, ils sont pas du tout dans le radar des services formation qui osent pas forcément beaucoup y aller là-dessus. Donc, il y a ce part-là. Et même de l'autre côté, si on est sur des populations plus opérationnelles et moins dans la très haute qualification, on va dire technique, elles sont quand même extrêmement qualifiées, notamment sur des choses comme l'accueil client ou des choses comme ça. Aller chez Picard, franchement, l'accueil client est incroyable de voir à quel point ils arrivent à de manière homogène faire en sorte que tout le monde est toujours super bien reçu, il y a toujours un petit moquis, malgré le fait qu'ils gèrent plein de choses différentes dans le magasin. Bon, bah ça vient de la formation et c'est un savoir qui est quand même de très haut niveau, savoir aujourd'hui bien faire un accueil client. Et même sur les sujets, je trouve qu'il ne faut pas du tout se limiter aussi pour le coup au savoir que opérationnel. Alors, je viens un peu en contre-pied de ce que j'ai dit plus haut, mais je suis quelqu'un de complexe sur ça. En fait, je trouve que c'est aussi la formation doit rester un vecteur d'émancipation. On travaille beaucoup d'ailleurs avec le comité d'entreprise de DF là-dessus, qui a une super vision sur ça. Et du coup, ça veut dire qu'on doit pouvoir, pour moi, y trouver aussi des formations totalement différentes de l'opérationnel métier. Et d'ailleurs, c'est demandé, hein, puisque les gens veulent trouver ça, et c'est un vecteur de fidélité aussi dans notre entreprise, de se dire, bah, on va m'ouvrir des choses sur le management, sur la gestion des conflits, par exemple, mais même en allant jusqu'à la culture générale. J'ai vu ça comme projet à la RATP, par exemple, de dire, bah, on sent qu'il y a un plafond de verre qui peut être lié à la culture générale aussi. Donc, on va ouvrir des formations de culture générale qui vont pas être utilisées par tout le monde, qui sont absolument pas obligatoires ou quoi que ce soit, mais qui quand même montrent aux collaborateurs terrain qui sont extrêmement considérés dans le vecteur formation et qui ont accès à des choses auxquelles les managers ont aussi accès et à des choses qui sont pas forcément là pour qu'ils fassent leur boulot précisément sur leur mission extrêmement précise, mais pour leur ouvrir les possibilités et ouvrir les chakras, si je peux dire ça comme ça, pour leur évolution dans l'entreprise. Et je pense qu'il faut aller vers là de plus en plus. Il n'y a aucune raison de limiter. Alors, comme dit plus haut, ça doit être hiérarchisé parce que si je viens pour voir comment marche la caisse enregistreuse, c'est le premier truc que je dois trouver. Mais si du coin de l'œil, je me vois un contenu plus sur l'économie ou l'IA, par exemple, en ce moment, voilà, on a beaucoup de contenu juste sur poser une bonne culture sur qu'est-ce que c'est qu'un LLM, comment ça fonctionne, quels sont les grands principes, d'où ça vient, quelle peut être l'histoire, etc. Ça intéresse tout le monde, en vérité, et c'est important pour tout le monde. Donc oui, je pense qu'il ne faut pas se limiter à du basique, bas niveau, que micro-learning. Voilà, au contraire, il faut aller apporter la meilleure formation possible. Mmh. Ouais, et puis effectivement, ça c'est dans une logique, enfin, nous, du coup, on travaille beaucoup sur la logique des carrières, et effectivement, pour réfléchir en termes de carrière, on est obligé de réfléchir en dehors du périmètre strict de ce que fait le collaborateur au quotidien, et tout de suite, on voit que les compétences, relationnelles et tout ce qui va tourner autour de ça, et c'est Il en effectivement, est plein. c'est voilà, c'est hyper, ça intéresse, c'est des vraies demandes, et c'est hyper frustrant de créer ce sentiment de, enfin on retombe dans ce: «Ah bah, c'est pas pour moi», si jamais effectivement on freine sur le fait de donner accès à ce genre de contenu et ce genre de formation. Alors que je peux vous Hem, garantir qu'il y a vraiment une envie d'apprendre. On a des gens qui sont, pour moi, d'une curiosité plus avancée que ce que j'ai pu voir dans beaucoup de grands groupes côté siège. Et il y a en plus l'apprentissage pair à pair qui est aussi très présent. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est clé dans les dispositifs qu'il faut mettre en place, hein, de permettre aux gens de se partager du savoir au sein de communautés. Et même sans ça, nous, quand on va sur le terrain, on voit toujours ces mécanismes-là très fortement en place entre celui qui sait parce qu'il a l'ancienneté ou parce qu'il maîtrise mieux un outil que l'autre et qui forcément va partager très immédiatement son savoir dès qu'on va lui demander parce que sinon ça fonctionne pas. Et sinon, le lien de solidarité qui est très présent aussi sur les populations de terrain est inexistant et fait que ça marche pas là-dessus. Donc voilà, c'est vrai qu'on en a peu parlé, mais il y a cet aspect-là aussi ouais. de pair à pair qui est extrêmement important. Ouais, et bah, enfin,
pour parler un peu dispositif, le dispositif de la FEST, il est quand même effectivement né, la formation en situation de travail, il est né sur le terrain, pour des cas comme ça, quoi. Il est né, mais Hem, il est pas assez dimensionné pour les entreprises françaises aujourd'hui. C'est oui, assez limité, si j'ai bien compris, aux entreprises de moins de 50 personnes, ce qui n'a aucun sens par rapport à où se place l'essentiel des staffs terrain aujourd'hui dans les entreprises. Donc moi, la plupart de mes clients ne peuvent pas l'utiliser, ce dispositif, ce qui est quand même ouais, bien dommage. dommage. Ouais, très clairement. Écoute, il nous reste, allez, une dernière petite minute pour conclure. Juste, prendre peut-être la question de Sophie. Mhm. C'est quoi ton parce qu'effectivement, on n'a pas tellement un tout petit peu parlé d'IA là, tout de suite, mais, est-ce qu'aujourd'hui, l'IA dans la conception des formations, c'est quoi un peu ton regard là-dessus? Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous utilisez, que tu vois être utilisé beaucoup chez tes clients? Ouais, c'est quoi un peu ton ton regard là-dessus? C'est un tsunami dans l'information, clairement, Ouais. et ça l'est de plus en plus. C'est-à-dire que moi, je l'ai pris avec prudence au début. Je pense qu'il y a eu un vrai effet de mode avec des vrais aspects déceptifs il y a 2 ans, 1 an, 2 ans, où c'était un gadget, clairement. Tout ce que j'ai Mmh. vu tourner, c'était gadget, mais c'était sur un aspect IA généraliste qui est capable de tout faire. Quand on Mmh. arrive maintenant, alors je suis pas je veux pas me vendre comme un spécialiste de l'IA parce que c'est un domaine vraiment qui est éminemment compliqué. Par contre, sur l'utilisation de l'IA dans un aspect verticalisé pour des problématiques métiers précises, là, on a beaucoup creusé et c'est là que je vois le tsunami, moi. Donc, ça résout le problème qui est évoqué tout à l'heure par, je ne me rappelle plus le prénom, mais c'était peut-être Sophie, navré, qui disait bah, comment je fais quand j'ai pas d'ingé pédagogique. Toute Ouais. la partie Noémie, ouais. conception, Noémie, pardon. Toute la partie conception peut être extrêmement dopée par ça et on va beaucoup, beaucoup plus vite sur la création de modules de formation qui sont de très bonne qualité là-dessus. Donc, globalement, pour schématiser, toutes les ETI nous qui nous disaient mais en fait j'ai pas les ingés pédagogiques, j'ai pas le staff pour, bah, se retrouvent avec le staff pour de manière virtuelle Mmh. pour le faire. Ce qui est bien, c'est que ça leur fait pas mettre des gens à la porte, mais du coup, ça leur donne un ingénieur pédagogique un peu un virtuel en plus, qui nécessite quand même un humain avec lui, hein, Ouais. pour le coup. Ça, c'était déjà quelque chose. Mais l'autre côté apprenant, avec les agents IA, là, c'est carrément. Vous mettez un formateur derrière chaque collaborateur, en fait, c'est incroyable. Vous faites de la simulation, par exemple, vous dites, OK, je vais apprendre l'accueil client pour Picard, on l'évoquait tout à l'heure. Et ben, je vais mettre un agent de simulation un agent de simulation dans les mains de tous les collaborateurs et je vais créer, je sais pas, 40 personas qui peuvent réagir différemment. Et donc, toutes les situations vont être Mmh. différentes. Les bords de l'entreprise. Et en termes d'outils pédagogiques, c'est incroyable parce que ça se base quand même sur les modules de formation. C'est pas quelque chose qui vient chercher comme un chat GPT bien Mmh. prompté sur autre chose. Ça se base sur votre ensemble documentaire, bien sûr, mais sur tous les contenus de formation que vous avez déjà. Et ça vient vous recommander le bon contenu. Si toi, tu commences ta simulation et que tu dis trop de bêtises, directement, il va dire, OK, on va arrêter la simulation, Alex, je te mets le module à suivre, tu le suis, puis tu reviens, tu vois, après. Et ça, pour moi, Ouais. c'est quasiment comme un formateur derrière chaque collaborateur. Donc, la puissance, elle est incroyable et l'adoption. Parce que nous, ça fait 10 ans qu'on commence à être un peu ancien sur le domaine. Donc, on a vu plein de vagues arriver, le mobile learning, le micro-learning, le rapid learning, les chatbots, etc. Il y a plein de trucs hyper intéressants à chaque fois. Celle-là, c'est là où il y a le plus d'adoption le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de conduite de changement à faire, pratiquement pas de frein à l'entrée derrière. Donc, ça va extrêmement vite dans les utilisations et il y a une attente des collaborateurs terrain qui utilisent des outils comme Mmh. ChatGPT chez eux, qui est énorme parce qu'ils connaissent en fait. Donc ils veulent retrouver ça plutôt que le module hyper descendant, le même pour tout le monde, etc. Donc, voilà, il y a de quoi s'amuser, quoi. Franchement, là, on peut faire des super choses. Donc, ouais, je suis très enthousiaste sur l'IA, vous aurez Ouais, compris. je vois ça. Trop bien. Franchement, ça pourrait être une masterclass à part, rien que pour parler de ça. On va faire On arrive on arrive au bout de la masterclass. Merci beaucoup. Franchement, c'est trop agréable de sentir à quel point en plus le sujet, t'anime et à quel point tu as des choses à dire là-dessus. Donc vraiment merci Bah, beaucoup. merci de me donner la Heu parole. Bah, grand plaisir. Pour, conclure, je vous avais promis une petite, surprise pour conclure la masterclass. C'est un projet sur lequel on bosse, depuis, plusieurs mois. Moi, j'ai passé beaucoup de temps là, ces derniers mois avec, des RH et à échanger, à comprendre leurs enjeux et leurs besoins et il y a un sujet qui est vraiment remonté,
très fort, c'est le sujet de l'accompagnement et notamment de l'échange entre pairs et de la formation entre pairs, du partage de bonnes pratiques. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel beaucoup de gens se retrouvent et du coup, et bah, la nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on lance notre, communauté RH, dédiée spécifiquement aux RH qui travaillent avec des collaborateurs de terrain, donc comme vous aujourd'hui. Donc voilà, si jamais tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui vous parlent, bah, n'hésitez pas à vous inscrire. Et c'est gratuit et vraiment c'est le but, ça va être de vous proposer pas mal de formats différents, que ce soit voilà des conférences comme aujourd'hui, des ateliers de co-développement, des ressources, hein, vraiment de pas mal de choses. Et encore une fois, toujours dédié sur les collaborateurs terrain. Voilà, c'était pour conclure. Julien, merci beaucoup. Merci pour ton temps, merci pour la préparation, merci d'avoir été là aujourd'hui, c'était hyper intéressant. Merci à tous pour vos questions, merci de vous être connectés. J'espère que ça vous a autant intéressé que moi. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment. Et puis, bah, passez une bonne journée. Je vous invite à vous connecter demain si jamais vous voulez suivre la suite des masterclass. Et puis Julien, bah, écoute, à une prochaine fois avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous. C'était super. Bonne journée.